Salut à tous, c'est Dicom, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day Podcast. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Crampel, qui est le fondateur de Collab, une agence de recyclage artistique. Il a créé sa boîte en 2020, juste avant le Covid. Dans cet épisode, il nous parle de sa perception de l'entrepreneuriat, de sa recherche de financement, de son éducation financière et de ses frustrations en tant qu'entrepreneur. Cet épisode est sponsorisé par l'ADI, l'association qui finance vos projets et qui vous accompagne sur le long terme. Il propose des ateliers, des webconférences gratuites et un financement jusqu'à 12 000 euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur adi.org. C'est ADIE.org. O-R-G. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Nicolas Crampel, fondateur de Collab. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et surtout pour notre audience, on a beaucoup d'artistes, on a énormément d'artistes dans notre audience. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et quand est-ce que tu as commencé, s'il te plaît? Ok, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors Collab, c'est une boîte que j'ai créée en février 2020, du coup qui est une agence qui est spécialisée dans le recyclage artistique. Okay. Donc on s'est divisé en deux structures. On a une partie agence, donc on travaille avec des entreprises pour créer des prestations à partir de leurs matériaux recyclés. Okay. Donc ça va être autant du textile, du mobilier. On va regarder ce qu'ils ont et on va créer des prestations avec. On est créateur de nos propres concepts, donc ça, on a l'avantage d'avoir créé plusieurs concepts autour du recyclage qui sont uniques et qui sont du coup les nôtres. Et en juin 2023, j'ai créé Collab Fabrique, qui là du coup est le premier producteur de toiles en textile recyclé. En France? Ouais. Alors en France mondiale. Ok. Alors du coup, vu qu'il y a beaucoup d'artistes, en fait dans l'art, on va avoir de la toile coton et de la toile lin. C'est un peu les deux toiles qu'on trouve mondialement dans toutes les structures de fourniture d'art. En fait, nous, on a du coup créé des toiles à partir de textiles recyclés. Donc, on va récupérer du jean, des sneakers et créer du coup des supports uniques avec ce textile-là. Ok. Grossièrement, à peu près ça. Et du coup, tu as lancé la boîte quand exactement? Du coup, c'était un mois avant le Covid. Ok. Ouais, février 2020, c'est une période un peu particulière. Donc, on a eu tout de suite 2 ans de Covid avec une boîte qui était quand même dans l'événementiel B2B au départ. Donc, c'est ce qui a donné beaucoup de temps. Et finalement, c'est aussi ce qui nous a permis le temps de créer tous nos concepts. Ok. Donc, c'était un mal pour un bien pour nous, cette période. Mais du coup, quand tu as commencé, tu étais seul? Ouais. Et là, aujourd'hui, vous êtes combien? Tu es toujours seul ou vous êtes une petite équipe? Alors, je suis toujours seul dans le sens où c'est une SASU. Mais on a beaucoup de prestats et de collaborateurs. Ouais. Ok. Donc on travaille avec une centaine d'artistes. Ok. Et après on a pas mal de prestataires artisans et tous en France du coup. Ok. Et du coup tu viens d'où? Tu m'as dit en off que tu étais danseur à la base. Tu peux me raconter un petit peu? Ouais, je viens du milieu du break. J'ai commencé en 99. En 99? Ouais, ça commence à faire longtemps. Ah ouais. À Châtelet ou à la Défense? Châtelet. Ok. Châtelet. Puis après la Défense. J'ai fait une belle carrière dans la danse qui m'a permis de pas mal voyager et du coup de beaucoup créer. Et j'ai été blessé en 2007 sur ma phase montante, on va dire. Et j'ai eu du coup 2 ans où j'ai été blessé, une assez grosse blessure. Et en fait, ce temps-là, en fait, a créé mon gros virage de vie où je me suis dit bon, si je suis blessé, qu'est-ce que je fais finalement? Je faisais que du break et j'ai repris mes études à ce moment-là et je me suis pris de passion du coup à apprendre de nouvelles choses. Okay. Donc, j'ai fait plein d'études dans plein de milieux différents. Je fais un peu de psycho, de pharma. En fait, je voulais tout apprendre, quoi, concrètement. Donc, quand tu dis un peu de psycho, un peu de pharma, c'est que ça fait 1 an, après, t'as switché. Ouais, pharma, j'ai fait, du coup, préparateur en pharmacie, ça, j'avais terminé. J'ai fait pas mal d'études par correspondance. J'ai fait un bac L par correspondance parce que ça me permettait d'aller plus vite. Plutôt que de faire 2 ans, je faisais tout en 1 an ou ce qui était possible. J'ai fait une fac de psycho. Donc, j'ai fait les 2 premières années en me disant que j'adore la psycho, mais je me voyais pas travailler dedans. Ok. Et ça a pris du temps, du coup, jusqu'à 2020, en fait, pour me dire, finalement, je crois qu'il n'y a pas de métier qui est réellement fait pour moi et que je dois créer le mien. Et ma boîte est un peu venue, finalement, de ce constat-là. Du coup, la création de Collab est née, quoi, d'une frustration? Le fait de pas trouver un truc qui te correspondait? Alors, oui et non. Je pense que c'est aussi né... l'idée d'entreprendre, créer une entreprise, c'était pas quelque chose d'envisageable aussi avant, je pense, pour moi. Jusqu'à très tard. Moi, dans mon groupe, je suis dans un groupe de break où tout le monde a des carrières entrepreneuriales dans des domaines différents. Et je pense que ça a commencé en 2017-2018, le premier qui a créé sa boîte. Et je pense que ça a ouvert en fait l'idée qu'on pouvait en fait
créer une boîte. C'était quoi la boîte? C'est une boîte qui s'appelle Street Smiles, qui est du coup la première boîte à avoir un peu, comment dire, ils font des street shows et c'est la première boîte à avoir rémunéré les danseurs qui font des street shows. C'est un peu les danseurs qu'on a dans la rue, comme un peu dans tous les pays. Eux, ils ont créé un vrai travail avec des cachets. Ils peuvent devenir intermittents du coup en dansant dans la rue. Chez Street Smiles. Ouais, chez Street Smiles. Ils font la promotion de quelque chose ou pas à chaque fois? Ils font la promotion de quelque chose ou pas? Quand c'est dans la rue, non, c'est du street show, mais maintenant, du coup, ils font beaucoup d'événementiels, très ciblés dans la danse hip-hop. Parce qu'il faut savoir quand même que dans la danse hip-hop, jusqu'à très tard, en fait, si vous voulez être professionnel dans cette danse-là, on devait aller dans d'autres danses finalement, aller faire peut-être, je sais pas, dans le contemporain ou dans le jazz. Mais c'était très dur d'être professionnel en restant vraiment dans le hip-hop. Et du coup, c'est vrai que ça. Ce qui a changé là maintenant, non, il y a pas une sorte de formation là dont les gens les gens sont pas trop ça là. Ouais, c'est pas trop chaud. Ouais. Alors ça a changé parce que de toute façon, maintenant il y a les Jeux Olympiques où il y a le break qui va être là dans un mois. Puis globalement, la culture hip-hop en général est devenue aussi beaucoup plus acceptée, mainstream. Ouais. Bon, après, il y a du pour et du contre, hein, mais je pense que ça a bousculé en tout cas tous les domaines de la culture hip-hop. Néanmoins, je trouve encore un peu compliqué d'avoir une carrière sur le long terme, de pouvoir se projeter assez loin dans le hip-hop, spécialement dans la danse. Ok. T'as créé Collab en 2023? 2020. Ouais, en 2020. Et avant ça, c'était quoi Est-ce qu'il y avait un business avant ça ou c'était juste plutôt associatif ou plus passion? Alors avant Collab, en fait, pendant un an, j'étais moi en tant qu'artiste. J'ai fait j'étais en auto-entrepreneur. Ok. Du coup, j'avais un agent, j'ai bossé en tant qu'artiste et je me suis aussi rendu compte d'une réalité qui est le rapport temps-argent. Ouais. Donc je commençais à vendre, mais du coup je pouvais pas produire forcément beaucoup plus. Et sinon ça veut dire que je devais monter mes prix, mais je perdais aussi du coup ma clientèle. C'est qui ta clientèle au début versus quand tu as monté les prix? Alors moi au début, quand j'étais en tant qu'artiste, je travaillais beaucoup dans la pop culture. En fait, je faisais déjà de l'upcycling. Globalement, j'ai toujours fait de l'upcycling. Je voyais pas l'intérêt d'acheter en fait de nouveaux objets pour créer. Puis spécialement la culture hip-hop, c'est un peu, je trouvais, l'idée de faire des choses extraordinaires avec peu de choses. Donc c'est un peu ce que j'ai abordé quand j'ai commencé à peindre et faire d'autres choses. Du coup, je créais des figurines un peu dans la pop culture avec des anciennes figurines. Donc mon frère, moi, qui est un gros otaku et qui a beaucoup de figurines. Donc je récupérais ces anciennes figurines, j'en créais des nouvelles, c'était que de la pièce unique. Donc c'était très axé quand même pop culture. Et Art Toys. Ouais, alors Art Toys, je sais pas si on dirait jusque dans Art Toys, je dirais c'est un peu l'entre-deux. Parce qu'on était de la pièce unique, donc on était quand même sur quelque chose un peu qu'on collectionne, mais un peu différent de la structure, du milieu du Art Toys. Et du coup, c'est lors d'un déménagement, en fait, j'ai repris mon mobilier. Et je me suis dit, ce serait intéressant, en fait, plutôt que jeter le mobilier, avoir une table, d'envoyer un artiste qui la repeigne, et ça en fait une pièce unique, on réduit le mobilier. Donc Collab, c'est vraiment né de ça, en vrai, de base. Donc vraiment très axé mobilier. Et j'ai créé ma boîte un peu comme ça, un peu à la va-vite, sans trop réfléchir, même, je dirais. Et tant mieux, parce que je pense que je l'aurais réfléchi, je l'aurais lancé beaucoup plus tard. Mais il faut faire ça, faut faire ça. Oui. Je pense que ça m'aurait mis des freins. Une barrière mentale. Ouais. Donc tant mieux, je l'ai lancé un peu à la speed. Puis voilà, il y a eu le Covid et le Covid en fait m'a fait réfléchir sur un peu. En fait, ça m'a donné le temps que je devais avoir au départ, un peu plus business plan, modèle économique, ainsi de suite. On a un peu mis de côté le côté mobilier, qui était un peu lourd, logistique, stock. On s'est intéressé à l'industrie textile. Qui est le squelette. De toute façon, on jette énormément de textiles. Et en fait, ça arrivait vraiment petit à petit. On s'est dit, bon, la toile coton, la toile lin, le jean, on en jette beaucoup. Le jean, c'est souvent du 100% coton. Pourquoi finalement pas prendre le jean comme une matière et créer une toile avec? Oui, grave. Et mettre ce que les gens font en réalité aussi. Hein. En fait, c'est hyper intéressant parce l'écologie dans l'art, c'est pas vraiment un sujet. Il y a quelques events écologiques. On va peindre un signe recyclage avec une peinture qui ne l'est pas, sur une toile qui ne l'est pas. En fait, il y a rien d'écologique dans le fond, avec une grosse bâche plastique. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir un impact un peu concret. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est pas parfait, on pourra toujours faire mieux, mais l'idée, c'était de faire mieux qu'hier. Et du coup, en apportant ces toiles textiles, on réduit le coton de l'industrie de l'art. Et du coup, on sort aussi le jean et le textile de l'industrie de la mode. Donc c'était aussi un peu cette idée-là. Très cool. Et du coup, quand tu lances Collab, qu'est-ce que tu fais en fait? Parce que Collab, c'est une boîte à but lucratif, du coup. Ouais. Tu vends quoi? Tu vends des toiles?
Alors, on vend des toiles. En fait, le gros qu'on l'a créé, et encore maintenant, ce qui nous fait vivre, c'est le B2B. On travaille avec beaucoup d'entreprises, parce que du coup, il y a la loi AGEC qui est passée en janvier 2023, si je dis pas de bêtises. En vrai, c'est une loi qui empêche les entreprises de jeter. Elles peuvent plus jeter comme elles veulent, et tant mieux. Et il y a cette idée de revalorisation, et c'est vrai que du coup, nous, on va revaloriser par l'art, et la revalorisation par l'art, en fait, on va avoir un système qui est complètement différent dans le sens où on va peut-être encore jeter du textile. Des œuvres d'art à la rue, c'est très rare. On les compte. Malheureusement, des baskets, des jeans à la rue, c'est très courant. Donc nous, on va arriver avec cette dynamique-là envers les entreprises. Qu'est-ce que vous avez comme déchets? Créer des prestations. Et on a la chance, du coup, moi j'ai la chance du coup d'avoir resté longtemps dans le milieu du break, ce qui m'a permis d'être très créatif. Ce qui fait que pour moi c'est pas très compliqué en fait de créer une nouvelle prestation, trouver un nouveau concept qui soit une belle animation, qui a un impact écologique et qu'on ressorte avec des œuvres du coup qui soient belles. J'ai la chance de travailler avec beaucoup d'artistes aussi. Ouais. Toi, si je comprends bien, Collab, t'es un recruteur de talent, parce que t'es à mi-chemin entre plusieurs choses, j'ai l'impression. Tu sources des produits à recycler. Ouais. Tu mets en avant des talents, j'imagine, qui travaillent dessus. Ouais, aussi. Tu vends sur une plateforme, j'imagine. Ouais. Et du coup, s'il y a un nom que tu devrais donner à ce concept-là, c'est quoi? C'est une galerie en ligne digitale, un studio de talent? T'appelles ça comment? Alors, nous, on l'appelle un laboratoire artistique engagé. Pour nous, Collab, c'est ça. En fait, c'est ce qui regroupe les deux structures. On a un axe créatif qui est hyper fort et hyper important. Que ce soit autour de l'art, autour de la communication. Par exemple, nous, on travaille aussi, on fait des flyers en textile recyclé pour des événements, des invitations en textile. En fait, c'est assez large, en fait, finalement, Collab. Ce qui va vraiment le diviser, du coup, c'est ce côté agence, prestation B2B et ce côté vente d'œuvres et création de toiles pour les artistes. On va avoir vraiment ces deux gros secteurs en gardant un axe créatif assez fort. De toute façon, c'est notre force, en vrai, sur Collab. On en est conscient. Ok. Et du coup, là, depuis la création de Collab en 2020, ouais. Vous avez bossé avec quel type de marque, quelle entreprise? C'est particulier parce qu'en fait, grâce à cet axe créatif, en fait, nous, on estime qu'il n'y a pas de boîte avec qui on peut pas travailler. Ok, oui. Ce qui a du sens pour le coup. Toutes les boîtes, je peux créer un concept pour chaque boîte, quel que soit le domaine. Ouais. En tout cas, c'est ma dynamique. Ce qui fait qu'on a des clients assez variés. On a travaillé autant avec la SNCF que les aéroports de Paris, que Uniqlo. On n'est pas forcément que dans des marques qui vont être des boîtes qui vont être textiles. Et l'idée justement, c'est un peu ça aussi. C'est pas forcément dire que nos concepts ils sont que pour l'industrie textile. Okay. En fait, ça va toucher tout le monde. Le textile, de toute façon, tout le monde s'habille a priori. Donc en fait, par exemple, la SNCF, on a travaillé sur les gilets orange et le Technicentre Est européen. C'est un peu comme le gilet jaune de voiture, qui est du coup on utilise beaucoup. En fait, vous avez fait quoi dessus? Enfin, vous avez fait quoi, par exemple, dans cette collab-là, vous avez fait quoi exactement? En fait, on a collecté du textile, on a créé 3 fresques de 300 toiles. Donc c'est vraiment un peu l'idée d'une fresque murale, un peu comme on aurait dans la rue. Sauf qu'à la fin de cette fresque, en fait, il y a 300 toiles uniques. Donc ça veut dire que chacun peut repartir avec un morceau d'œuvre. Donc c'est des toiles qu'on peut directement poser chez soi, qui sont encadrables. Et c'est un concept qu'on a créé, en fait, qui sont les fresques écologiques. Et ça, on peut l'adapter à toutes les matières. Ça peut être sur du jean, du textile du client, de la bâche, du plastique. Et ça nous permet aussi, par exemple, sur le côté B2C, un artiste qui est pas forcément très accessible en termes de prix, nous fait aussi avoir une approche du coup inclusive et très accessible pour tout le monde. Donc l'idée de la fresque, on va avoir du coup la grosse fresque, l'artiste va prendre 2-3 heures dessus, mais de cette fresque, on va sortir peut-être 10 toiles, 50 toiles. Vous les découpez après, c'est ça? En fait, elles sont déjà découpées. En fait, c'est des toiles de 20 par 20 comme un puzzle. En fait, nos fresques écologiques, c'est un gros puzzle. Ok. Et vous faites de l'argent en les vendant? C'est ça. Après, on les revend séparément. Et quand c'est du coup aussi un client, en fait, c'est le client qui va garder les œuvres. Parfois, on les revend pour soutenir des associations. Mais ça, c'est un concept, par exemple, qu'on a créé en interne, qui sont des murs qui se déplacent. Donc, en soi, on peut le faire en intérieur, extérieur. Des murs qui se déplacent? Ouais. C'est-à-dire? Ça, on l'a fait alors, c'était Covid, c'était 2022. On faisait des demandes, en fait, pour faire des murs dans Paris. Et c'était un peu long, parce qu'il faut faire une demande à la mairie, on ne répond pas. Long, Et en fait, on s'est dit, on va faire construire nos murs. Du coup, on a 6 murs qui sont les nôtres, qui sont des murs sur roues, qui sont des faux murs. Mais du coup, ce qui nous permet de faire des fresques quand on veut, où on veut, sans demander rien à personne. Ah oui. Les structures, par exemple, qui veulent faire une fresque, ne peuvent pas toucher au mur parce qu'ils louent. On ramène un mur. En fait, c'est parti un peu de là, en fait. On s'est dit,
on va tout faire en autonomie. On ne demande rien à personne. On a nos murs, on veut faire de la frescologie, on peut le faire. Et on a construit plusieurs concepts un peu comme ça. C'est hyper cool. Bah, je trouve ça cool. Franchement, c'est hyper cool. Et donc, la façon dont vous vous rémunérez, c'est l'entreprise vous paye pour une activité aussi, pour une activation, un truc comme ça? Quand c'est une entreprise, ça veut dire que l'entreprise, généralement, garde l'étoile. Ça veut dire qu'elle achète tout le concept avec l'étoile. Elle décide de ce qu'elle veut en faire. Nous, on lui propose plusieurs possibilités. Et par contre, en B2C, là, c'est nous, on le fait de nous-mêmes, du coup. C'est pas une commande pour mettre l'étoile en vente. Donc, on a vraiment les deux formes. C'est la même prestation, mais du coup, l'une pour l'agence, une prestation. L'autre, c'est la forme galerie d'art. Ok. Et quand tu as décidé de te lancer dans l'art, ton entourage, ils ont dit quoi? Alors, j'ai de la chance, du coup, d'avoir été hyper soutenu et ça a été vraiment très bien accueilli. Par contre, ce qui est particulier, et je m'en rends compte vraiment depuis peut-être 1 an, le fait de pouvoir s'autoriser à rêver, c'est quelque chose de très compliqué, je trouve, dans certains secteurs. Parlons-en. Par exemple, forcément, en avance dans l'entreprise, on a des idées, des rêves, de pouvoir formuler, je sais pas, moi, par exemple, j'ai un très bon pote à moi qui disait toujours, bon, je vais faire ça et devenir millionnaire, et les gens rigolaient. Et du coup, moi, j'avoue que ça me choque toujours un peu. En fait, s'il veut le faire, il peut le faire. En fait, que j'y crois ou que j'y crois pas, moi, mon but, c'est de le soutenir. En fait, c'est ça mon rôle. Et je trouve, en tout cas, par exemple, moi, je fais des salons B2B événementiels. Et le début, c'est assez dur parce qu'on a des personnes qu'on connaît pas du tout, qui ont des grosses entreprises, et en fait, qui vont avoir des réactions beaucoup plus hautes et qui vont beaucoup plus nous encourager que nos proches. Et moi, je sais que ce truc-là, je l'ai vécu d'une manière un peu bizarre, où c'est ce qui m'a aussi autorisé à rêver, en me disant que des gens que je connais pas, en fait, qui ont un bagage, qui ont des grosses boîtes, et il y en a beaucoup, qui vont me dire, c'est super comme projet, vas-y à fond, mais c'est trop bien. Ouais, mais en fait, c'est bien ce que je fais. Tu as senti que dans ton entourage, certaines personnes je sais pas si c'est ceux qui t'a grandi ou avec qui t'as évolué à un moment, comprenaient ce que tu voulais faire et ta vision, ou c'est ce que je comprends. Et du coup, ça te frustrait que eux ne voient pas où tu voulais emmener ton projet, ou c'est juste qu'ils avaient une vision assez restreinte de l'entrepreneuriat et de ce que tu pouvais faire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et moi inclus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est en fait l'entrepreneuriat. Et moi, je pense avant de le faire, je comprenais pas du tout ce que c'était non plus. Genre créer une boîte, etc. En fait, c'est très étrange. Moi, je trouve qu'il y a l'échange entre le salarié et l'entrepreneur, on va dire le dirigeant d'entreprise, comme on veut. En fait, il y a jamais de discussion réelle. On ne sait pas du tout ce que c'est. Moi, j'étais salarié en pharmacie, en fait. Et c'est que maintenant que je comprends les réalités d'un patron, du chiffre, ainsi de suite, des commandes, des ventes, de la TVA, plein de choses toutes bêtes comme ça. Mais en même temps, ce discours-là, en fait, il n'existe pas. Quoi, il n'existe pas, il est rare. Je trouve qu'on communique très rarement sur ces sujets-là, en fait, de ce que c'est réellement. Tu dirais que c'est encore le cas aujourd'hui? Ah oui, complètement. Ok, c'est marrant. Je pense que ça a évolué, hein, mais je pense que c'est très peu compris et ça se voit dès qu'on parle un peu d'argent. Et alors, question, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que ce sont les gens qui s'intéressent pas à ce milieu-là qui fait que ils ne voient pas, parce qu'ils ne cherchent pas à s'intéresser, ou est-ce que tu trouves que l'information n'arrive pas jusqu'à ces gens-là parce que c'est mal packagé, etc. Parce que pour le coup, il y a plein de trucs qui sont mis en place, t'as les déterminés, t'as plein de trucs. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que encore aujourd'hui, à l'ère d'Internet, Instagram, TikTok, les gens que ça peut intéresser ne trouvent pas les informations? C'est compliqué. Alors moi, je pense qu'il y a quand même l'un des gros trucs, en tout cas, ce qui m'a beaucoup choqué. Je pense qu'il y a le tabou de l'argent, l'éducation financière. Je pense que c'est quand même le gros, pour moi, du problème, si on va dire qu'il y a un problème. Mais, c'est très compliqué de parler d'argent et je pense qu'on peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler d'argent. C'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'il y a aussi une question du coup d'éducation où il y a certaines sommes, je pense que tout le monde a un plafond de sommes qu'on peut parler et manipuler. Et moi, par exemple, dans la boîte, au début de la boîte, c'était très compliqué ce truc-là. Parce que par exemple, je sais pas, une prestation à 5 000 €, je me disais, c'est peut-être beaucoup. Mais parce que je suis pas à l'aise, entre guillemets, et je trouve que, en tout cas, il y a des classes sociales ou des éducations où c'est plus compliqué. Je sais pas si t'as déjà vu cette vidéo sur Insta, où c'est un mec, en fait, il dit, je fais des vidéos, je peux vous faire un clip, un truc comme ça.
Et le mec, c'est un mec en face qui dit oui, bah c'est combien, dis-moi ton prix. Et le mec il dit 300. Et en une seconde, le mec il dit OK. Mm. Et en fait, quand le mec te dit OK trop vite, c'est que en fait ce que tu as proposé, c'est largement en dessous, tu vois. Ah ouais, Et complètement. en fait, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je me suis dit eux, si ça se trouve, leur budget, il était à 20 000. Ah Et ouais, moi, j'ai dit 200. Et tu vois, c'est ça ah, mais carrément. ce que tu apprends au début. Et je pense que la frustration te permet d'évoluer et de te dire, OK, Ouais, faut ouais. que je regarde combien ça coûte sur le marché, etc. Mais l'entourage, du coup, joue beaucoup sur ça parce que, par exemple, bah, au début, je pense qu'on demande conseil à ses proches qui sont pas Ouais. forcément entrepreneurs. Ah oui. Ils disent, ah, mais Ah, tu c'est te sûr. racontes, tu vends ça trop cher. Ouais. Et Ils ont pas c'est souvent dans ce sens-là. En Ouais. tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Souvent dans, mais Nico, tu déconnes, c'est trop cher. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Et inversement, du coup, j'ai un pote qui est dans le sud, qui lui est du coup une autre éducation financière, d'une famille plutôt aisée. Et quand j'ai commencé à lui parler de ma boîte, c'était l'inverse. Il fait, bah, Nico, non, mais vends-le 10 fois plus cher. Il me dit, mais de toute façon, ta boîte, elle va faire tant de chiffres. Et en fait, la projection est complètement différente et d'un seul coup, surtout au début d'une boîte, je trouve qu'on a besoin de cette projection-là, en fait, de ce regard-là. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Mais par contre, mes proches, vu qu'ils ont leur propre plafond de verre, Bien sûr. en fait, ils ont une projection sur la boîte qui, du coup, qui est pas la bonne, quoi, pas la bonne pour moi. Ouais. Donc, à un moment, je pense qu'il y a aussi une prise de, je pense que ça met du temps de se dire, bon, ils ont leur truc, moi, je vois ma boîte comme ça et je m'autorise à la voir comme ça. Mais je trouve l'autorisation au rêve est quand même, selon les cas, plus ou moins longue. Même avec les réseaux, même s'il y a du plus, je pense que c'est le rapport. Puis après, bon, les réseaux, c'est quand même aussi devenu très, je trouve très dur aussi. On n'a pas le rêve américain en France. Je pense qu'on a un peu quand même, de toute façon, c'est culturel. Je pense qu'on a un peu une sorte de culture de l'échec, de pointer un peu l'échec. Ah oui, c'est sûr. Et aussi, je pense que ce truc-là, c'est un peu dur. Ouais. On commence une boîte, c'est alors, du coup, tu gagnes. Mais attends. Tu te payes combien maintenant? Il y a un truc très résultat. Oui, Ouais. une question pour toi. Après, on parlera un peu de comment tu as financé justement ta boîte. Ça se passe comment par rapport à ton entourage et ta famille, la peur de l'échec? Pourquoi tu veux lancer une boîte et si jamais ça marche pas? Est-ce que tu as eu plus de et si jamais ça marche pas ou de ça peut marcher? Je pense qu'il y a même un peu plus de si jamais ça marche pas. OK. Globalement. Alors, je pense au début, parce que mine de rien, au début, je pense que je m'entoure différemment. Ouais. Et du coup, je m'entoure sûrement plus de personnes maintenant qui me disent que ça va défoncer. Oui. Mais au début, oui, je pense qu'il y en a beaucoup, mais moi, je sais que je le comparais beaucoup aux études. Je me dis, mais en fait, je fais 5 ans d'études dans beaucoup de disciplines où t'es pas forcément sûr non plus d'avoir le job de tes rêves, d'avoir le salaire de tes rêves. Je dis, pour moi, l'entrepreneuriat, je trouve ça moins risqué que de faire des études. Je dis, ça marche ou ça marche pas, et puis même si ça marche pas, on a quand même la chance. Moi, je trouve, en tout cas en France, j'ai pas l'impression de prendre un risque énorme. Ah oui, grave. Je me dis, bon, ça marche pas, je vais rebosser, ou je referai une boîte, mais je pense que l'image de l'entrepreneuriat pour beaucoup est encore un peu compliquée. Et du coup, au niveau de ton financement, ça s'est passé comment? Parce que pour acheter le matériel, les toiles, peindre, trouver des gens, peut-être essayer de les rémunérer aussi, t'as fait comment? Et est-ce que c'était dur d'avoir des financements? Est-ce que t'as mis de l'argent propre aussi? Ouais, alors j'ai mis de l'argent propre dès le départ, puisque j'ai dit, en fait, un mois après, c'était le Covid. Donc finalement, on n'a pas eu le temps, surtout que le premier event qu'on a fait, c'était un event pour Emmaüs. C'était du mécénat pour Emmaüs. OK. Bon, déjà, l'idée de boîte et de capitalisme n'était pas vraiment présente. Ouais. Je me suis dit, on a un projet qui est vraiment trop bien. On va récupérer des meubles chez Emmaüs, on va le donner à des artistes, on va les revendre pour Emmaüs. On s'est dit, bon, on a le temps de faire ça et après commencer la boîte. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais du coup, on a eu le Covid tout de suite après. Donc j'ai dû investir pour survivre. Ton argent propre? Ouais, mon argent propre. Parce qu'on pouvait pas bosser, et puis c'était le début du Covid, on savait pas combien de temps ça allait durer. Non, je pense le mois prochain, c'est fini. Puis, non, ça dure un peu. J'ai eu un financement de l'ADI en 2021 qui m'a permis aussi du coup de pouvoir patienter un peu plus et aussi du coup finalement changer de modèle économique parce qu'on se dit concrètement. T'as eu combien? J'ai eu 5 000 euros. 5 000? Ouais, 5 000 de l'ADI. T'as eu 5 000 et c'est eux qui t'ont fait changer ton business model? Alors ça me l'a pas fait changer, mais je pense que c'était la période. En fait, je pense que c'était la période où je me disais bon, Covid reste, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue, on gagne du temps. Est-ce que pour avoir le financement chez l'ADI, il fallait que ton business model soit viable? Ouais.
il était déjà un peu en cours de changement quand même. Ok. Il était déjà encore un peu en cours de changement. De toute façon, quand je suis allé voir l'ADI, c'était dans cette idée, bon, on y va et Là, on est sérieux. Voilà. Ok. Par contre, il fallait gagner du temps et malheureusement, le temps c'est de l'argent. Ouais. Donc ouais, ça c'était jusqu'à 2022. Et je pense que 2022, ça a opéré un peu le grand changement. Avant, on était un peu moins axé événementiel, moins prestations. Et là, en fait, on a fait un gros changement. Et puis, ça l'avantage. Partant de la culture hip-hop, moi, j'avais créé une boîte qui devait me coûter pas grand-chose. Ouais, bien sûr. Et encore maintenant, en fait, finalement, ce qu'on vend, en fait, c'est nos créations, les idées. Et en termes de coût réel, c'est pas une boîte qui nous coûte très cher. Ouais. Ça se passe comment, les étapes, en fait, pour avoir un financement? En combien de temps tu peux avoir un financement? Parce que là, les gens qui nous écoutent, ils sont certainement en train de se dire, pour certains, moi aussi, j'ai lancé une boîte, un truc, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un prêt, là, pour lancer, ma marque de chocolat, peu importe, mon truc, mon objet, mon business de, je sais pas, vente, mon petit dropshipping peut-être, enfin, peu importe ce qu'ils veulent lancer. Combien de temps ça t'a pris à avoir les fonds sur ton compte? Ouais. Et c'est quoi les étapes, en fait, pour postuler? Là, on va être pratico-pratique. Écoutez bien, pratico-pratique, on vous explique. Alors, le temps de financement, le temps, c'était rapide. Combien de temps exactement? J'avoue que je suis plus sûr du temps exact. Ok. Mais en tout cas, c'était très rapide. En tout cas, c'était moins d'un mois de mes souvenirs. Entre la fin et l'argent? Ouais, okay. Ça a été assez rapide. Et l'avantage de l'ADI, c'est que c'est une association. Moi, j'ai été plusieurs fois en contact avec différentes personnes de cette association. C'est l'association qui est ultra humaine. Okay. Et je sais que moi, à cette époque, ça m'a fait vachement de bien parce que c'était le début de la boîte, c'est le Covid, ça marchait pas. Et pour une fois, en fait, on avait quelqu'un qui avait un discours très humain et qui savoir le pourquoi, en fait, de la boîte avant de regarder les chiffres et les calculs de comment on va gagner. C'est cool, ça. Et je trouve ça hyper important. Et forcément, il faut qu'il y ait quand même un minimum de business plan et de modèle économique. Il faut quand même savoir à peu près où on va. Mais l'ADI, ça a l'avantage, je trouve, vraiment d'avoir un accompagnement. Même si on va pas où on va, en fait, il y a des formations, il y a plein de choses. Et moi, j'aurais aimé le connaître même plus tôt, finalement. Je pense qu'au tout début de la boîte, vraiment 2020, j'aurais bien aimé, finalement, connaître l'ADI avant, pour peut-être faire certaines formations, communication, en gestion, et ainsi de suite. Mais l'ADI, il vous forme? En fait, il y a beaucoup d'ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers. Il y a beaucoup d'events. Moi, je sais que je dois en faire un la semaine prochaine, je crois. Où c'est un event où il y a du coup plusieurs entrepreneurs à Stein, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment un gros réseau d'entrepreneurs dans une dynamique humaine. Il y avait les 35 ans de l'ADI il y a pas si longtemps, où j'ai pu témoigner. Et en fait, c'est fou comme dans une aussi grosse asso, tout le monde est trop cool. Franchement, moi, j'irais, en tout cas, j'y suis toujours, déjà. Mais je trouve que sur les débuts, ça fait du bien d'avoir ce type d'accompagnement. Spécialement qu'on n'était pas entrepreneur avant, qu'on n'a pas forcément fait d'études dedans, ou qu'on connaît pas beaucoup d'entrepreneurs. Je pense qu'on a besoin, en fait, finalement, de pouvoir discuter, d'échanger avec des gens qui connaissent ce milieu-là. C'est intéressant. Et vous aviez des intervenants extérieurs quand vous alliez aux ateliers? Alors, moi, je suis pas encore allé aux ateliers. Là, j'y vais la semaine prochaine. Après, moi, j'avais un conseiller. Du coup, j'ai eu 2 conseillers. Vous avez des conseillers à chaque fois? Okay. 2 conseillers. Trop cool. Du coup, je peux envoyer des mails, appeler. Et le conseiller, il vous dit quoi? Pourquoi tu l'appelles ton conseiller, par exemple? Alors, je l'appelle. Généralement, c'est assez souvent pour une problématique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut rediriger assez vite. C'est une assez grosse association quand même, qui existe depuis 35 ans. En fait, il peut rediriger assez vite et ça a l'avantage d'avoir une écoute. En fait, ils accompagnent plusieurs entrepreneurs, donc ils connaissent quand même plutôt bien leur sujet et ils savent rediriger dans la bonne direction entre guillemets. Ils vont savoir il y a tel atelier ou il y a telle personne ou s'il peut répondre de lui-même il répond, mais il nous laisse pas genre je sais pas. Ils vous mettent débrouille-toi. En relation en tant qu'entrepreneur ou pas? Alors du coup, je sais pas si ça se fait depuis longtemps. Moi, je sais que j'ai fait la demande il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je crois. Et du coup, j'ai rejoint un groupe WhatsApp d'entrepreneurs. C'est cool ça. Mais en même temps, parce qu'avant, je le faisais pas. Ok. Il faut être un minimum intéressé. C'est ça. Mais en même temps, ça, c'est vrai que ça me paraît tout bête, mais moi, je l'ai compris. Il y a un mois où je me suis dit, en fait, c'est vrai que c'est bizarre
dans mon entourage proche, j'ai pas assez d'entrepreneurs, pas forcément dans le sens où je veux que ce soit mes amis qui viennent manger tous les dimanches à la maison, hein. Mais à partir du moment où du coup je bosse dedans, je trouve ça intéressant de rencontrer des gens, ce qu'ils font, comment ils le font, et je trouve que ça fait forcément progresser. Et c'est vraiment depuis les 35 ans de la vie où je me suis dit, bah, en fait, il faudrait vraiment que j'en rencontre plus souvent, que je discute. Et dans le contexte de la vie, du coup, ça me rassure un peu aussi. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a une erreur à ne pas faire. Tu vois, tu rentres dans un truc comme l'a dit. En fait, c'est de pas utiliser leurs ressources. Ouais, complètement. En fait, cette erreur-là, je l'ai trop faite, en fait. Ouais. J'ai trop été pris dans des trucs, mais malgré tout, je restais dans ma bulle avec mes potes qui étaient déjà entrepreneurs, etc. Mais je n'allais jamais exploiter ce que eux avaient à m'offrir, alors qu'ils ont plein de ressources. Et en fait, ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Là, du coup, ta demande, tu l'as fait en 2024, mais depuis 2020, tu aurais grave pu avoir accès à ça en réalité, tu vois. Et moi, c'est un truc, c'était un état d'esprit que j'avais aussi. Donc, je me reconnais trop dans ce que tu dis, tu vois. Bah, c'est un peu comme la fac, moi, je trouve, l'entrepreneuriat. Parce que d'un seul coup, moi, je suis passé de salarié à entrepreneur et bah, je sais pas, il y a des horaires, je dois venir à 8h, bosser jusqu'à 20h, faire ça, et je me sens obligé. Alors que d'un seul coup, il y a plus personne, en fait. Faut que je le fasse tout seul, que je me lève à 6h tout seul, que je fasse les trucs que j'ai pas envie de faire tout seul. Et par exemple, ça, c'est quelque chose que je faisais pas. Mais comme si j'avais le choix. Alors que maintenant, d'un seul coup, moi, j'ai eu un gros changement sur 2024, où là, d'un seul coup, je comprends que c'est mon travail. En fait, j'ai pas la possibilité de pas y aller ou y aller. En fait, c'est comme ça, en fait. Après, c'est pas une corvée non plus. Hein. C'est quoi qui a fait que ça a changé? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un enjeu financier? Du coup, le fait de gagner de l'argent et peut-être à un moment de le voir partir rapidement. C'est vrai que ça part vite. Et alors oui et non. Je pense que bah du coup, moi, je viens de la culture hip-hop et c'est vrai c'est une culture de crew un peu. Ouais. Et en fait, moi, toute mon enfance jusqu'à tard, en fait, on faisait tout en groupe. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je pense j'étais en crowdfunding en début 2024 et je pense que c'est ce qui a joué. Sur Ulule? Sur Ulule. Okay. Et moi, je suis très esprit de groupe. Et du coup, j'avais une quinzaine d'artistes dessus. Et tous les concepts que je crée sur Collab, faut savoir que c'est des concepts que je crée d'une manière autonome. Ça veut dire que quand je rends une presta, un client ne me demande pas un artiste. Un client achète le concept et moi je vais dire bah il y a tel artiste, ce qui est différent des agences artistiques où on va les dire bah moi je veux lui parce qu'il est connu. Oui. Okay. Moi je voulais que ce soit autonome. En fait, ce qu'on achète c'est mes concepts, c'est mes créations. Donc généralement quand je fais un concept comme ça comme crowdfunding, en fait, c'est pour qu'on le fasse ensemble. Et sur le moment j'ai pas eu la force que j'espérais en tout cas de tous ces artistes. Et d'un seul coup je pense que ça a créé un truc où je me suis dit mais en fait, c'est mon rêve. Et je peux pas leur demander de rêver comme moi, de se lever à 6h et de vouloir parler de collab. C'est une frustration, hein. Et d'un seul coup, je me suis dit, en fait, j'ai pas le droit de leur en vouloir. Ouais. C'est mon rêve et je suis tout seul et du coup, je dois avancer dessus. Alors, pour moi, il faut avoir conscience qu'on est tout seul, mais comprendre qu'on peut rien faire tout seul. Ouais. Et c'est vraiment cette dissociation-là, en fait. Je sais que je suis tout seul maintenant et du coup, j'avance différemment sur ma boîte. Mais je sais que concrètement, c'est pour ça que je parle en collectif. Sans eux, je peux rien faire. Et j'ai besoin d'être entouré. Et je pense que c'est vraiment, ça a été le gros déclic, en tout cas, de cette année. Vraie question. Tu leur en as voulu au début ou pas? Pendant la campagne, tu te disais, mais pourquoi ils font pas, là? Ils m'avaient dit qu'ils le feraient avant, mais ils le font pas. Au début de la campagne, et j'ai appelé un pote qui est chorégraphe, et du coup, qui était le chorégraphe de mon ancien groupe hip-hop, et qui, du coup, a basculé devenu chorégraphe, qui s'appelle François Lamargot, et qui est devenu chorégraphe en son nom. Salut François. Et qui a, du coup, un peu laissé le groupe, entre guillemets, pour poursuivre sa carrière. Et du coup, je l'ai appelé direct, parce que je savais qu'il avait vécu ce truc-là. Et comment lui l'avait vécu, et en fait, j'ai plein de potes qui ont vécu ce truc-là, sauf que personne n'en parle. Et non, en fait, c'est commun. Donc, au début, j'en voulais aux artistes. Et en fait, après, j'ai compris que c'est mon rêve, en fait. En fait, ton temps, c'est pas leur temps. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, c'est cool. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, wow, bon. Les gars, moi, je mets du temps pour vous et vous voulez pas me faire un post sur Instagram. Mais tu sais que, en plus, aujourd'hui, un post Instagram, ça coûte cher. Ah ouais, tu vois, et les gens, pour eux, leur Instagram, c'est un peu leur galerie. Ouais. En fait, il y a plein de choses qui, moi, j'ai fait 2 campagnes de crowdfunding. J'ai même fait un podcast, une série de podcasts sur le crowdfunding avec ceux qui ont fait les plus grosses campagnes de crowdfunding. Du coup, je regarderai ça, mais on se rend compte que quand tu crées quelque chose,
si ça bénéficie pas à la personne automatiquement ou directement, si même si la personne est ton ami, si tu demandes un service, il faut que le reward il soit tellement plus fort que ouais, c'est ça tu carrément. vois. Et si c'est pas le cas, c'est en gros ouais bon je le ferai un moment mais ça me saoule en fait ton c'est un truc, peu tu ça. vois. Ouais, complètement. Donc ok, donc je comprends. Qu'est-ce que quelle était ta plus grosse frustration, en tout cas la chose la plus dure que tu aies eu à faire en tant qu'entrepreneur là depuis le Covid? La période la plus difficile, alors je pense que c'était clairement le Covid en termes de période. Ok, période. Et la chose. Et la chose la plus difficile à faire, je pense que c'est cette année en fait depuis ce gros déclic. Moi, je crée beaucoup. De toute façon, j'ai besoin de créer régulièrement. Ouais. Sauf que d'un seul coup, dès qu'on se dit qu'on est tout seul et qu'il faut pas juste créer, il faut aussi vendre. En fait, on a tous les rôles de façon d'entrepreneur, spécialement au début. Mais là, d'un seul coup, en fait, faut arrêter de créer. Ce qui est hyper dur pour moi. Faut arrêter de créer et surtout, en fait, moi, je me suis rendu compte de ce que j'avais créé. En fait, j'ai passé 4 ans à créer des concepts et à créer des choses sans me rendre compte de ce que je créais, du potentiel, de la valeur de ce que je créais. Et là, d'un seul coup, en fait, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Je prêche pour ma paroisse, hein, et je pense que c'est vrai. En fait, concrètement, sur Collab, en 4 ans, je pense qu'on a créé le moyen de bousculer le marché de l'art, mais concrètement et d'un point de vue mondial. Ok. Je spécule, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je pense. En fait, ce qu'on a créé, personne l'a fait avant, mais sur plusieurs concepts différents. En fait, on a au moins une dizaine de concepts qui sont créés, qui n'existent pas. Et à savoir qu'on en a forcément beaucoup plus que j'ai créé, que j'ai pas sorti. Et là, d'un seul coup, en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'ai continué à créer comme dans la danse. Dans la danse, quand je crée un mouvement, je vais sortir un battle la semaine d'après. Moi, j'étais passé à autre chose. Sauf que là, on est dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut le créer, du coup, le motiver, le faire grandir. Et je pense que ça a été très dur, du coup, à encaisser. Les créatifs sont des bons lanceurs. Ouais. C'est pas des bons. En fait, on est bon pour créer quelque chose, mais on n'est pas bon pour le faire grossir. Ouais, complètement. Et c'est ça le plus gros problème. C'est on lance et après on a une autre idée. Ah, on lance. On a une autre idée. Ah, on lance. Mais finalement, le premier truc qui est le truc qui va être certainement le jackpot ou qui va te faire être connu, c'est un one shot. Tu fais que des one shots en fait. C'est exactement ça. C'est le problème des créatifs. Ah, mais complètement. Et mais après, du coup. Pour moi, il y a soit on s'entoure de quelqu'un qui va faire le partie du job qu'on ne sait pas faire, soit on apprend à le faire. Du coup, en ce moment, j'apprends à le faire. Puis du coup, je trouve ça intéressant aussi en apprenant à le faire. Et je pense que ça a été hyper dur à encaisser parce que je me suis retrouvé en face à des gros entrepreneurs ou des grosses boîtes qui me voyaient comme si j'étais milliardaire. Et du coup, moi, je savais que c'était pas encore au niveau que je voulais. Je me suis dit, en fait, j'ai créé ça. En fait, je l'ai pas développé. En fait, j'ai créé. T'as un exemple d'un truc que t'as créé et qui est très ambitieux et que, en fait, il est pas du tout prêt? C'est prêt que sur le papier, par exemple? Pour moi, le plus gros truc qu'on va avoir, c'est, on a créé des toiles en sneakers. C'est tout bête, c'est les baskets qu'on jette. En fait, on a créé, du coup, un format qui est mural. C'est vrai, la sneaker, c'est quelque chose qui est très peu recyclé, voire pas du tout. Le milieu de la sneaker, de toute façon, grossit de jour en jour. Et en fait, on a créé quelque chose d'artistique, d'écologique, qui en vrai n'existe pas mondialement. C'est assez bête, hein, mais on a un marché qui est quand même assez monstre, que ce soit dans le milieu de la sneaker, c'est dans le milieu de l'art. On a fait peindre des toiles et alors je peux pas dire tous les concepts parce que forcément aussi le challenge qu'on a nous sur Collab, en gros tout ce qu'on fait est nouveau. Ce qui est compliqué dans ce qui est nouveau, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas dans les recherches Google. Personne tape toile sneakers par exemple actuellement. Donc on a un travail monstre pour se faire connaître et aussi parce qu'on peut pas breveter la plupart de nos concepts. On a nos concepts en prestation qu'on peut protéger. Les autres, ça veut dire qu'on doit être leader à 100%. Parce que quelqu'un d'autre peut le faire. Quoi qu'il arrive, nous, on veut une image de marque. Donc, ça veut dire que c'est un peu l'idée que nous, on soit les vrais. De toute façon, alors, le concept d'étoile, en fait, c'est un format qu'on aimerait industrialiser sur 2025. Donc, l'idée, c'est qu'on veut prendre une part, alors d'abord sur le marché français, mais en tout cas, on veut concurrencer la toile coton et la toile lin, qui sont les toiles majoritaires depuis, je sais pas, peut-être 100 ans, 100 ans, mais sûrement plus. Hein. Beaucoup plus. Donc, on aimerait déjà bousculer ce marché-là. Et pour le bousculer, du coup, on doit refaire beaucoup de fois, être présent un peu partout. Donc, c'est un bon gros challenge, tout en continuant à faire bosser l'agence, qui est de toute façon, pour l'instant, celle qui nous fait vivre. On vend des toiles vierges en jean, on vend des toiles vierges en cuir et en sneakers. Est-ce que le recyclable est industrialisable? Bien sûr, ouais. C'est tout de ouf. C'est industrialisable, en fait. Alors, il y a une boîte qui s'appelle Youk Life qui a fait
qui a fait faillite pendant le Covid, je crois. Ok. Qui avait commencé à travailler un peu justement, qui bossait avec Eureka Fripp. Eureka Fripp, qui est le leader un peu de B2B de friperie européenne, qui est à Rouen. Et ils avaient commencé du coup à créer des gros patchwork. Alors c'était l'industrie de l'ameublement qu'ils avaient visé. Mais c'était déjà un peu les premiers, je trouve, à avoir industrialisé un peu ce côté upcycling. Ce qui est complètement faisable, de toute façon. Mais ils n'avaient pas forcément du coup le produit à vendre. En fait, le tissu d'ameublement, bon, ça marchait moyennement bien de ce que j'ai compris. Nous, justement, l'avantage, c'est qu'on industrialise les deux, en fait. C'est-à-dire qu'on industrialise le recyclage, mais on a aussi le produit de vente. Et en ayant une galerie en ligne, par exemple, un artiste qui est soucieux de l'écologie, qui veut rentrer sur notre plateforme, il va devoir peindre forcément sur une toile en jean. Donc, en fait, on a nos 3 systèmes le recyclage, du coup, qui est une industrie, la production de toiles qui est une industrie, et la vente des toiles qui est une autre industrie. En fait, du coup, on a créé un cercle sur ce côté-là. Ouais. Ok. Ah, c'est trop bien. Du coup, vous avez ce qui vous fait vivre, c'est l'agence, mais la partie e-commerce, vous pouvez la booster à un moment parce que vous pouvez être les premiers en fait à vendre ça. De toute façon, pour l'instant, on est les premiers. De toute façon, on est la première galerie d'art spécialisée dans le upcycling artistique. Et pour l'instant, c'est l'agence parce qu'elle existe depuis plus longtemps, qu'on a des clients. Mais clairement, pour moi, le côté vraiment, ce côté B2C étoile, c'est ce qui nous fera vivre au long terme et qui pourra du coup vraiment grossir. Ok, très cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut acheter les toiles? Est-ce que tu peux me donner le site, etc. Mais du coup, c'est le site Collab Fabric, là où on peut acheter les toiles. C'est collab.fabric ou collab-fabric, tiré du 6. Avec un K fabrique? Avec un K fabrique, ouais. Et on a notre agence qui s'appelle du coup Collab. De toute façon, les deux ont un lien de redirection vers l'autre. Et c'est là où du coup on voit nos œuvres, on fait des sérigraphies d'art en jean, on a pas mal de concepts, on fait de la réalité augmentée aussi, en mélangeant l'art écologique et l'art digital. On a pas mal d'œuvres et on en sort régulièrement. Ok, bah allez sur son site, allez voir directement ce qu'il fait. Où est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram? C'est quoi vos... Collab Art pour l'agence, et Collab Fabric du coup pour la galerie. Ok, allez l'ajouter et allez lui écrire par rapport au podcast si vous l'avez écouté. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi.